Bon, on va commencer, même si on est en train de mettre des chaises, là, ce qui est très bon signe. Alors, bonjour à tous et à toutes. Good afternoon, everyone. Mon nom est Ruby Heap ou Ruby Heap. Vous pouvez prononcer mon prénom en anglais et en français. Je suis professeure d'histoire ici à l'Université d'Ottawa et j'occupe également le poste de vice-rectrice associée à la recherche à l'Université d'Ottawa. J'ai aussi l'honneur et le grand plaisir d'être cette année la responsable universitaire pour le Congrès des sciences humaines. Et c'est à ce titre que je vous accueille aujourd'hui à l'un de ces événements clés, les causeries Voir grand. My name is Ruby Heap. I'm a professor of history, associate vice president research at the University of Ottawa. I'm also very pleased and honored to act this year as the academic convener for Congress, the Congress of the Humanities and Social Sciences. And it is in this capacity that I welcome you today to one of Congress's signature events, the Big Thinking Lecture Series. Alors, cette année est une année très importante. Nous célébrons en effet le 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. En raison du caractère bilingue de l'Université d'Ottawa et en raison de son engagement ferme à soutenir la recherche sur les questions relatives aux communautés francophones du Canada, à commencer par celle de l'Ontario, le Congrès 2015 constitue un lieu propice pour favoriser les échanges et les discussions consacrés aux défis contemporains des francophones d'Amérique. D'où la présence parmi nous de notre conférencier Voir grand d'aujourd'hui, le professeur Joseph-Yvon Thériault, membre de la Société royale du Canada et un expert éminent et reconnu sur cette question. Et je dois dire que j'ai eu le plaisir de travailler à une certaine époque avec Joseph-Yvon sur divers comités, parce que Joseph-Yvon Thériault a fait une partie de sa carrière, consacré une partie de sa carrière à l'Université d'Ottawa. Donc, on est bien content de te revoir, Joseph-Yvon, sur ton ancien campus. The University of Ottawa and the Federation for the Humanities and Social Sciences would like to thank the Royal Society of Canada for sponsoring today's Big Thinking Lecture. Au nom de l'Université d'Ottawa et de la Fédération des sciences humaines, j'aimerais remercier chaleureusement la Société royale du Canada, qui est notre commanditaire pour cette causerie Voir grand. Pour nous présenter le professeur Thériault, j'aimerais inviter l'une de mes collègues de l'Université d'Ottawa, la professeure Caroline Andrew. Je ne sais pas où elle est, Caroline. Elle est juste ici. Bon. Elle est elle-même, Caroline, membre de la Société royale du Canada. Elle est directrice du Centre sur la gouvernance et professeure à l'École d'études politiques dans notre faculté des sciences sociales, qui est logée ici dans ce très bel édifice que j'espère vous avez eu l'occasion de visiter et d'admirer. Alors, j'invite Caroline à présenter notre conférencier Voir grand. Merci. Bonjour et bienvenue tout le monde. En fait, on m'a demandé de présenter les deux personnes, et Yvon et Daniel, et ça me fait grand plaisir de les présenter les deux parce que je considère que je suis collègue avec les deux et ils représentent pour moi les deux pôles de ma vie publique à Ottawa depuis fort longtemps. Les deux pôles étant l'Université d'Ottawa et la politique municipale. Alors, je trouve que les deux, c'est vraiment les deux pôles de mon attachement à cette ville-là. Et les deux sont collègues de façon différente pour ces deux. Yvon, en fait, je peux aller même plus loin. Mon première année d'enseignement, j'ai enseigné à Yvon. Je dis ça pour être clair que je vieillis, mais j'ai vu que, en fait, c'était au niveau de la maîtrise d'Yvon qui a eu sa maîtrise. Et puis, j'ai partagé la vie universitaire avec Yvon avant qu'il nous a quittés en 2008 pour chercher l'espace montréalais.
Et dans le cas de Daniel Mathieu, j'ai eu le plaisir cet automne d'aller au Voix de retour pour plusieurs semaines pour discuter la politique municipale. Moi, ce qui passionne pour les élections. Et j'ai eu un plaisir énorme cet automne d'avoir chaque semaine la chance de discuter qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine qui venait de finir avec... les discussions à la ville, qui allait se présenter, qui allait mettre en avance. Alors, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de présenter les deux. Et juste pour terminer ma présentation, je pense que vous avez en vigueur un énorme plaisir parce que ces deux personnes, Yvon et Daniel, qui s'adressent à l'intelligence de leur auditoire. Et je trouve que c'est une caractéristique qui incarne les deux. Et donc, c'est un très grand plaisir pour moi de demander à Yvon et Daniel de venir sur la scène. Merci. Oh, monsieur. Merci beaucoup, Caroline. Je vais revenir plus souvent. Est-ce vous entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de micro. Est-ce que ça fonctionne maintenant? On commence à l'avoir. Un petit mot juste pour le micro. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Ça a été super agréable. Merci. D'abord, c'est un retour aux sources pour vous. On l'a dit tantôt, Caroline l'a mentionné. Ah oui, c'est un retour aux sources depuis très longtemps, comme Caroline l'a mentionné. J'étais étudiant dans le premier cours que Caroline a donné à l'Université d'Ottawa en 1971. Ouf. Et donc, c'est comme ça que moi, j'arrivais aussi. Ouais. Et on a passé, après ça, je suis revenu enseigner pendant près de 30 ans ici. Donc, on a passé notre carrière ensemble. Elle a été ma doyenne. Et donc, c'est très... Et j'ai quitté l'Université d'Ottawa il y a 7 ans passés pour aller à l'UQAM, pour occuper une chaire de recherche sur la démocratie. Et là, j'ai vu que d'anciens étudiants venaient vous voir. Ça, c'est bon signe aussi. Ben, j'espère que j'ai laissé quelques traces. Vous avez un fan club? Oui. Bon, on est là, évidemment, pour parler de francophonie. Si on y allait d'abord par l'état des lieux. Oui. Écoutez, parce que on est aujourd'hui, là, on l'a dit, on veut souligner par cette communication, là, le 400e anniversaire de la présence française en Amérique, mais plus globalement, on peut dire de la francophonie d'Amérique. C'est autour de ça que je dis la francophonie d'Amérique aujourd'hui, c'est... je dis le Centre de la francophonie des Amériques qui a été créé récemment par le gouvernement du Québec dit sur sa page web, là, il y a 20 millions de francophones en Amérique du Nord. Hein, 20 millions de parlants français. Dans ça, il y a une grande diversité. Hein, il y a 9 millions au Canada, il y a 11 millions aux États-Unis. C'est peut-être l'inverse, je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est bien ça. Okay. Mais ça comprend des gens qui sont locuteurs du français, là, hein, donc des gens, mais c'est une population quand même immense. Hein, je rappelle toujours ce chiffre-là qu'on oublie l'importance de la francophonie. Des fois, dans les Amériques, l'Association des enseignants français aux États-Unis, c'est 10 000 membres. Donc, c'est un public immense là, qui lit le français, qui comprend le français. Et donc, j'avais établi une rose des vents ou un cadran là, qui essayait de mettre dans l'espace des francophonies d'Amérique et en montrant à partir de francophones où l'identité linguistique était plus forte et de francophones où l'identité linguistique était moins forte, et sur l'autre côté où c'était une identité communautaire puis une identité plus cosmopolite ou une identité plus friable. Et on voit que dans ça, il y a beaucoup
c'est une large diversité de francophonie, là. Je veux dire, il y a des, comme on l'a dit, il y a des gens qui sont simplement locuteurs. Il y a des gens qui sont des immigrants français en Amérique du Nord et qui ne sont pas intégrés à des communautés. Il y a des gens comme au Québec, en Acadie et en francophonie canadienne, qui sont des communautés. Des noyaux plus durs. Des noyaux plus durs et qui, pour employer l'expression que j'aime employer, là, qui veulent faire société. Que pour eux, la langue n'est pas uniquement un véhicule de communication, mais est un véhicule institutionnel, est un véhicule qui organise le vivre ensemble, etc. Il y a d'autres relations que j'ai eu à étudier durant les francophones de la Louisiane, par exemple, ou les Cajuns de la Louisiane ne parlent presque plus français. Le français reste un lien identitaire fort, mais c'est l'espace régional, c'est la culture, etc. Donc, c'est une francophonie qui s'identifie moins par la langue, plus par la communauté. Plus par une communauté historique qui est celle... Par la musique aussi. Puis, c'est ça, cette communauté historique, elle est liée à la culture. Il y a la musique, il y a la nourriture aussi. Dans le sens que, on peut dire que les Cajuns, c'est un success story identitaire. Dans le sens qu'ils ont leur Grammys Award maintenant en musique. Ils ont des émissions sur les chaînes américaines de culture culinaire et c'est un groupe de 400-500 000 habitants dans le sud des États-Unis. Mais c'est pas par la langue qu'on doit les découvrir d'une certaine façon, mais c'est par cette histoire d'une communauté. Mais il y a d'autres types de communautés. Il y a les Haïtiens en Floride, qui sont très nombreux, qui ont... Qui n'étaient pas dans le calcul du 11 millions tantôt, parce qu'on aurait ajouté une dizaine de millions. Ils n'ont pas 10 millions en Floride. Non, mais pas en Floride. Non, tout à fait, c'est ça. On ajouterait une autre dizaine de millions si on prend l'Amérique totale, parce que il y a tout le chiffre de tout à l'heure ne comprenait pas la Guadeloupe et les Antilles, là, c'était l'Amérique du Nord. Ça veut dire l'Amérique du Nord, au nord du Mexique, là. Donc, si on revenait au départ, au déploiement de la francophonie en Amérique. Oui, au départ, c'est ça. On disait tout à l'heure 400e anniversaire de la présence française en Ontario, mais l'Ontario français, ça a été créé dans l'amorce ou la genèse de l'Amérique française. L'Amérique française, ça a été une grande aventure. J'emploie ce mot de Lionel Groulx, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Notre grande aventure ». On pourrait presque dire, entre parenthèses, notre seule grande aventure. C'est une aventure coloniale, continentale. Pendant un siècle, le français a été la langue de commerce et la langue de communication de l'ensemble du continent, du nord de l'Amérique, des confins du fleuve Mississippi, de l'Ouest américain jusqu'en Louisiane, etc. J'aime toujours raconter cette histoire que... Tocqueville, en 1830, quand il arrive à Détroit, puis il veut visiter, comme tout Français qui arrive en Amérique du Nord, la nature sauvage, et il se fait faire une expédition pour aller dans l'Ouest, et après quelques jours qu'il est dans l'Ouest, ses guides indiens crient de l'autre côté pour demander à d'autres autochtones de venir pour faire traverser la rivière. Et lui, il se pense dans la nature sauvage qu'il est le premier blanc civilisé qui a traversé. Et l'Autochtone qui arrive de l'autre côté, les entendant parler français, dit à Tocqueville, « Faites attention à la marche, monsieur. » Et Tocqueville écrit dans ses mémoires, « Mon cheval m'aurait parlé, je n'aurais pas été plus surpris. » Donc, il faut dire que jusqu'en 1850, on fait 100 ans après la fin de l'Empire français, le français reste la langue de communication, la langue de commerce, etc., ou soit par de la créolisation ou du métissage, etc. Elle reste enfin, mais on peut dire que c'est fini à ce moment-là, la grande aventure quand même. Qu'est-ce qu'il y en reste aujourd'hui? Il reste certainement une toponymie, c'est-à-dire que quand on visite le centre de l'Amérique, on s'aperçoit que les Français ont nommé le pays. Une des caractéristiques d'ailleurs de la Louisiane, par rapport même à l'Acadie des Maritimes, c'est qu'on est surpris quand on est en Louisiane que le pays a été nommé en français.
Hein, c'est Pombro, c'est rivières, les noms des rues, les noms des villages, etc. sont français, alors que pour un Acadien des Maritimes, on s'identifie plus par rapport à la francophonie que probablement que les Louisianais. Nous, notre pays n'a pas été nommé, c'est-à-dire qu'il a été renommé en anglais. Après 1755 en Acadie, on a redéfini la carte, on a redéfini les terres et on a renommé le pays dans une autre langue qui n'est pas la langue, française. Donc, 1604 à 1763, et avec son extension plus tard par les coureurs des bois, etc., c'est donc la période, la première période, on pourrait dire le premier paradigme de la francophonie d'Amérique, qui est l'aventure coloniale française, avec un grand métissage des populations autochtones. Avec, comme c'était des coureurs des bois ou des marchands, et qu'ils étaient relativement peu nombreux, je pense qu'il y a unanimité aujourd'hui à dire qu'effectivement, l'époque coloniale française était une époque où la coexistence entre les populations françaises et indiennes ont été les plus assurées. C'est quand même étonnant de voir le déploiement du français du côté de la Louisiane, à l'est, à l'ouest et au nord également. Oui, ça fait... c'est comme on dit, c'était vraiment une aventure coloniale. Quoique, il faudrait peut-être faire une remarque, et c'est là aussi une richesse de l'aventure de la francophonie d'Amérique. La Louisiane, au fait, elle est devenue française à l'époque de la gouvernance espagnole, plus qu'à l'époque française. C'est-à-dire que l'Amérique française, c'était le Mississippi, c'est le Nord-Ouest, etc. Ouais. On a créé, on a fondé effectivement la Nouvelle-Orléans, puis il y a une population qui s'est établie, mais en 1763, il y avait, quand la France a cédé la Nouvelle-Orléans ou la Louisiane à l'Espagne, juste avant le traité de Paris, il y avait 8000 habitants, dont 4000 blancs en Louisiane, et 4000 noirs qui étaient des esclaves, etc. Et donc, cette population, elle s'est doublée presque quelques années immédiatement après, mais on était sous la gouvernance espagnole par l'arrivée des Acadiens. Après ça, durant la guerre justement d'émancipation des esclaves à Saint-Domingue, les créoles des Antilles, une dizaine de mille, sont passés en Louisiane. Et donc, de 1763 à 1800, où c'était la gouvernance espagnole, c'est là que la grande population francophone de la Louisiane s'est créée. C'est-à-dire qu'elle s'est créée sous la gouvernance espagnole, et la Louisiane française qu'on connaît du début du 19e siècle, la Nouvelle-Orléans, puis les grandes plantations, puis tout ça, en français, c'est une population qui était là sous la gouvernance espagnole particulièrement. Mais effectivement, la francophonie s'est déployée dans sa mixité, même avec des populations autochtones. Il y a les Houmas en Louisiane qui sont presque les derniers parlant français aujourd'hui en Louisiane. C'est une population autochtone. On discutait avant de venir ici. Vous me disiez, entre autres, que les jeunes Louisianais et Cajuns redécouvraient, apprenaient le français, réapprenaient le français pour pouvoir découvrir et comprendre la musique. Oui, c'est là une des caractéristiques de comment on fait les identités même de la francophonie sont particulières. Au Canada et au Québec, le parler français est très associé à une identité qui est une identité assez politique. En Louisiane, c'est une identité culturelle, et des jeunes qui aiment la musique cajun, mais qui ne parlent pas cajun, qui ne parlent pas français. Je voyais ils apprennent le français pour comprendre la musique, pour comprendre les ballades qu'il y a dans la musique traditionnelle cajun. C'est presque l'inverse de la spécificité linguistique qu'on aurait ici. C'est-à-dire nous, on parle français, puis on chante en anglais. Ils parlent anglais, puis ils veulent chanter en français. Là, les défis qui nous guettent, on parlait de la 400 ans de présence française, les défis qui nous guettent. Oui.
Écoutez, après... À part la survivance. non, mais après cette présence française, après la grande période de la colonisation française et de la francophonie d'Amérique, il y a eu une période qu'on pourrait appeler de territorialisation, hein, c'est-à-dire de repli dans des lieux qui ont été des châteaux forts, puis qui ont été des lieux de concentration de francophonie. Et on peut dire que la francophonie d'Amérique, son grand pôle a été le Canada français, hein, le Québec, mais le Québec, c'est un grand moment de force, hein, parce que au 19e siècle, la francophonie s'est étendue. Elle a sorti, le Canada français est sorti des confins du Saint-Laurent pour se réapproprier, pour participer à la colonisation de l'Est ontarien, du nord de l'Ontario, du Manitoba, etc. On oublie toujours 1 million de Québécois, franco-québécois, canadiens-français qui sont immigrés aux États-Unis entre 1840 et 1920 et qui formaient là-bas des colonies, des petits Canada qu'on appelait, etc. Donc ce pôle-là, avec un pôle plus petit qui était l'Acadie, mais qui s'est aussi étendu, hein, l'Acadie qui... les Acadiens du Nouveau-Brunswick, ils formaient 17% de la population du Nouveau-Brunswick en 1867. En 1967, ils en formaient 37%. Pendant un siècle, là, ils ont doublé de population en proportion, doublé en nombre aussi, mais doublé en proportion. Donc, il y avait une expansion à partir de lieux significatifs qui étaient la construction, hein, autour du Canada français d'une référence nationale et même en Acadie, et dans un autre thème, la population cajun aussi, qui est la seule population qui s'est identifiée aux Français en Louisiane, mais donc des communautés distinctes. Et je dirais que autour des années 60, on connaît bien cette histoire-là, maintenant, ce Canada français qui avait repris des rêves de l'Amérique française par le biais du providentialisme religieux, hein, de créer la civilisation catholique française en Amérique, etc., et qui suivait cette expansion-là. Ça s'est effondré, hein, par la création de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille au Québec, mais dans hors Québec aussi, par hein, la prise en charge des institutions que le clergé avait mis sur place durant la période précédente par les provinces. Et on peut dire qu'on a eu, à ce moment-là, dans l'ancienne partie canadienne, française et acadienne, une provincialisation des identités. Le Québec, le Canada français est devenu le Québec, mais il est devenu les Franco-ontariens, il est devenu les Franco-saskatchewaniens, il est devenu les Acadiens. Donc, cette province... et on pourrait dire que chaque unité a voulu rejouer le jeu du Canada français, a voulu rejouer le jeu de faire société. Donc, on a voulu faire société franco-albertaine, faire société acadienne du Nouveau-Brunswick, faire société franco-ontarienne, etc. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans les 40-50 dernières années, c'est-à-dire une espèce d'éclatement du vieux Canada français, une reconcentration sur leur province, mais dans l'idée, avec toujours le vieux rêve, hein, ce qu'on a appelé à un moment donné l'intention vitale du Canada français, c'est-à-dire l'idée que le Canada français, ce n'était pas, ou que la francophonie d'Amérique, ce n'était pas une identité de type ethnique ou une identité de type immigrante. Les francophones ne se sont jamais représentés comme ça, les francophones, les Canadiens français. Hein, dès 1840, François-Xavier Garneau, en 1837, là, le premier grand écrivain de l'histoire du Canada français, il dit hein, le nombre d'immigrants qui sont venus, les Finlandais, les Écossais, etc., ont tous voulu s'intégrer à la grande aventure de la civilisation anglo-américaine. Puis il dit, nous seuls, les Canadiens français, on a refusé ça. Et on a voulu créer une autre civilisation en Amérique du Nord. Et c'est ça que j'appelle l'intention vitale, ou qu'on appelle l'intention vitale du Canada français. Cette idée qu'il y a dans la francophonie nord-américaine, c'est pas plus noble que l'intégration ou l'assimilation, mais une résilience d'un refus de s'intégrer dans l'aventure continentale anglo-américaine et de s'y insérer par le biais d'une autre civilisation, d'une contreface, en disant la diversité ne se vivra pas dans l'intégration, la diversité va se vivre
par une interface, hein, comme un peu les deux piles de la même monnaie, en disant il y a une civilisation franco-catholique et maintenant il y a une civilisation française ou une société française, etc. Je pense que les francophones du Canada, que ce soit les Québécois, par leur projet d'autonomie, c'est leur proposition encore aujourd'hui. Et il reste de cela dans la francophonie hors Québec, mais dans la francophonie hors Québec, le problème de faire société ou le problème d'organiser collectivement une société est rendu difficile par la question des nombres. Hein, je dis, on peut pas... Est-ce qu'on peut faire société? Ça veut dire avoir une littérature, avoir une histoire, avoir ses institutions, avoir une université, avoir un ensemble de prérogatives qui font que dans un monde moderne, on est une société. Est-ce qu'on peut être une société à 50 000 personnes? Hein, je veux dire, c'est ce qu'il y a en Alberta. Là, donc, et donc, cette fragmentation de la francophonie, comment aujourd'hui, si on veut maintenir, parce que c'est simplement une volonté, c'est simplement une intention, on pourrait dire, on abandonne ça, puis on vit notre identité sous la forme ethnique ou sous une autre forme identitaire, mais si on veut, et je dis pas uniquement si on veut, je pense qu'il y a dans la francophonie, cette intention-là est toujours là. C'est l'idée de dire non, nous on ne veut pas être on veut pas être une minorité parmi d'autres. On veut être une petite culture, une petite civilisation en Amérique du Nord qui fait son bonhomme de chemin, etc. Qui est issue de la vieille aventure de l'Amérique française et celle du Canada français. Et on veut recréer cette institution-là. Et donc là, il faut réapprendre à créer des ponts. Il faut réapprendre à dire, si on veut que la francophonie soit pas qu'un héritage, soit pas qu'une mémoire, soit pas qu'une identité, il faut que la francophonie soit quelque part qu'elle ait des liens entre elles. Que je dirais pas qu'il faut reconstruire le Canada français, mais il faut reconstruire une certaine forme d'unité à quelque part. Hein, qui est une unité culturelle et qui a un air culturel qui veut dire quelque chose, etc. Parce que sinon, à la fois même dans le domaine culturel, on n'a pas les publics, on n'a pas la force institutionnelle pour dire que chacune de ces communautés, si elle se différencie trop, peut engendrer sa propre histoire, sa propre mémoire, puis surtout, je dirais, peut être attrayante par rapport au monde moderne, à la jeunesse actuelle. Je dirais, il faut, si on veut que notre filiation ne soit pas qu'une mémoire, mais qu'elle soit aussi quelque chose qui est une production de la société en français, il faut que ce soit quelque chose qui répond aux grandes exigences du monde moderne. OK, on commence par où? On commence par en parler. Tout commence par dire on oublie souvent que effectivement quand on travaille dans les questions d'identité ou qu'on travaille dans les questions de la représentation, c'est pas des choses qui sont il y a un ensemble d'outils qui viennent, mais avant tout, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a des groupes de gens qui décident dans une société de faire quelque chose. Et là, on sait que on a parlé tout à l'heure du Canada français. Je reprends l'analyse que faisait Fernand Dumont, que je partage d'ailleurs, mais Fernand Dumont rappelait dans Genèse de la société québécoise, ou c'était plutôt Genèse du Canada français, son livre, là. Mais il rappelait comment, après 1837-38, il y avait une société qui était complètement morte, presque. Là. C'est-à-dire, on avait interdit le français, on avait fermé l'Assemblée législative, on avait aboli le droit français, on avait scindé le Bas-Canada avec le Haut-Canada, etc. Et on avait décidé que lentement, ces gens-là allaient s'assimiler, etc. Et Fernand Dumont nous rappelait comment un groupe d'hommes et de femmes, probablement, mais à l'époque, les hommes avaient plus la parole. Comment ces gens-là avaient décidé que ça ne se passerait pas comme ça, hein, et qu'ils avaient
ils avaient compris une volonté de redéfinir la nationalité autour de la culture puis de l'héritage français, et qu'une quinzaine d'années plus tard, on s'est aperçu qu'ils avaient reconquis un Parlement en 1867, là, mais qu'ils avaient reconquis le droit civil, qu'ils avaient reconquis l'usage du français dans le Parlement, qu'il y avait donc un ensemble de normes et d'institutions qu'ils avaient, mais autour d'une idée, d'une intention. Hein. Je vois que vous avez Évangeline, là, qui est un très bon livre. Mais, oui, excellent. Je faisais la même lecture par rapport à ça, dans le sens qu'en disant l'Acadie des années 1840-1850, au fait, c'est même un gros mot d'employer le mot Acadie, c'est cette population francophone catholique qui restait dans les provinces maritimes, n'avait pas de conscience d'elle-même, n'avait même pas de conscience qu'elle avait eu une expérience historique qui était celle de la déportation. Elle était isolée sur 4 provinces, etc. Et autour du poème Évangeline, c'était un des enjeux de la lecture que je faisais, autour de la réception de ce poème qui avait été écrit par un Américain, par Longfellow aux États-Unis, dans l'optique du nation building américain, hein, qui avait été traduit au Québec dans une optique aussi très canadienne-française où l'Acadie était morte, et que Évangeline, c'était la mort du pays perdu, puis qui était surtout en disant, faites attention, si vous ne bougez pas, c'est ce qui va vous arriver vous aussi. C'est ce qu'on disait aux Canadiens français en reprenant le poème Évangeline. Les quelques lettrés des provinces maritimes qui ont lu ce poème-là ont dit, ben, hey, c'est nous, ça. Qu'est-ce que c'est? Et ils se sont recréés toute une identité autour du poème, qui a eu des résultats réels, sociaux. Quand je vous explique tout à l'heure qu'ils étaient 17% en 1860, puis qu'ils étaient 37% en 1960, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que la parole a pris acte, est devenue chère, comme on disait à l'époque des curés. Et elle a fait société. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y a les 3 histoires d'Évangeline. En fait, il y a celle, l'américaine, il y a l'acadienne et l'acadienne. Donc, on peut suivre un peu l'évolution. Oui, c'est un peu... dans le livre, au fait, il reprend un peu cette histoire, cette épopée de l'Amérique française, hein, d'une part de l'idéal américain ou de l'idéal continental, mais il la reprend là, par le biais moins de la francophonie que de l'histoire proprement américaine, en disant Évangeline, au départ, c'est un poème qui participe du nation building américain, qui est écrit par un poète très connu aux États-Unis, qui, avec ses confrères, sont en train de construire des historiettes pour plaire au public américain, hein, pour le faire lire aussi. Le faire lire, mais aussi pour leur montrer que leur histoire n'est pas celle de l'Angleterre, que leur histoire est une histoire qui est celle de l'Amérique, et leur objectif explicite est de dire il nous faut trouver des décors qui sont américains, puis des contes qui sont américains. Et donc, Évangeline, c'était ça. Hein, c'est un hymne, Évangeline, à la démocratie américaine. Hein, c'est le fait que voici une petite communauté, l'Acadie, hein, qui est expulsée, hein, par la royauté anglaise, et qui est bien accueillie dans les maritimes, dans les États-Unis. Et l'histoire d'Évangeline, c'est l'histoire d'Évangeline qui se promène et qui raconte aux jeunes Américains, hein, la nouvelle frontière américaine, qui s'en va en Ohio, qui va en Louisiane, qui se promène, etc., et qui trouve, et qui est la démonstration de comment l'Amérique accueille les éclopés de la terre. C'est la démocratie par excellence. Ce qui est un mensonge historique, là, dans le sens que les Acadiens n'ont pas été bien reçus en Acadie. 10 ans après, ils étaient tous partis. On les avait tous expulsés. Les seuls qui sont restés, c'est ceux qui sont allés, qui se sont trouvés par d'autres moyens, mais qui sont retrouvés en Louisiane, qui n'étaient pas américains à l'époque. Et donc, il n'y a pas de communauté acadienne qui se sont établis aux États-Unis suite à la déportation. Ils ont tous été expulsés. Donc, le poème
était construit sur un mensonge, mais quand il est arrivé au Canada français, c'est Pamphile Lemay qui l'a traduit, il a renversé la perspective. Hein. Évangeline ne recherchait plus l'Amérique, sans l'Amérique accueillante. Évangeline mourait de chagrin parce qu'elle avait perdu son pays, qui était le Canada à l'époque. Les Acadiens ont repris cette trame-là et ils ont, eux, allé plus loin en disant pas uniquement qu'Évangeline serait morte, mais dans le récit acadien, Évangeline est revenue. Hein, elle est revenue en Acadie. C'est le grand retour. Les premiers notables acadiens qui ont lu le poème, ils ont dit, si c'est nous, ça veut dire qu'on n'a pas été déportés ou qu'on est revenu. Et donc, ils ont couru aux États-Unis chercher dans les archives des preuves qu'ils étaient revenus. et donc, pour dire, écoutez, le poème est vrai, mais il fausse un peu. Hein, il y avait une histoire d'amour aussi. Oui, mais ça, mais au départ... Oui, mais le poème, au départ, est un grand poème romantique qui tourne autour d'une histoire d'amour. Mais dans le poème américain, l'histoire d'amour est centrale parce que c'est les beautés du pays américain qu'on veut montrer. Dans la version canadienne-française, l'histoire d'amour est presque disparue parce que c'est l'amour du pays qui est raconté, qui est transféré. Et on pourrait revenir sur la version louisianaise aussi, qui est une version beaucoup plus, d'une certaine façon, tragique et aussi... mais l'histoire d'Évangeline en Louisiane, hein, qui a été reconstituée par le juge Voorhees au début du 20e siècle, Évangeline, en disant Longfellow s'est mépris, il a raconté une histoire mais, qui a pris des Louisianais, mais qui n'est pas très, très juste. Et je vais vous raconter The True Story of Evangeline. Et Évangeline est expulsée, elle est déportée, elle arrive à Baltimore, elle vit là des années, et après ça, elle entend parler qu'il y a des gens en Louisiane, elle se retrouve en Louisiane, et son Gabriel, qui s'appelle Louis Arsenault, lui, il est marié. Il l'a pas entendu. Et c'est vraiment un thème d'intégration à l'Amérique. Hein. Lui, il s'est intégré à l'Amérique. Hein. Et Évangeline, elle vit pendant des années sous un chêne. Parce que si vous allez à Saint-Martinville, vous allez le trouver, mais les historiens nous disent que c'est le 3e chêne qui a été établi. Là, mais elle vit sous le chêne d'Évangeline et elle est folle. Elle est folle de chagrin et elle meurt folle. Donc l'histoire veut que, au fait, on peut dire voici comment, et c'était un des intérêts de mon travail là-dessus, pour montrer comment la francophonie, au fait, la diversité de la francophonie. On est aux États-Unis, en Louisiane, dans une relation que les sociologues on appelle ethnique. C'est-à-dire que la référence identitaire est une référence de filiation. Et donc, le récit américain, le récit louisianais, c'est un récit de dire on va maintenir une identité, mais en même temps, on va s'intégrer à l'Amérique. Hein, ce n'est pas du tout la même logique que ce que les Acadiens ou ce que les Canadiens français ou ce que les Québécois font de leur identité. Et ils ne disent pas nous nous intégrons pas nous nous intégrons pas en relation avec l'Amérique, mais nous nous intégrons en interface avec l'Amérique. Et donc, on voit le travail que je faisais sur Évangeline, bon, c'était l'histoire d'un conte, mais c'est l'histoire aussi de dire comment, voyez-vous, à travers le récit d'Évangeline, comment les Américains l'ont reçu, comment les Québécois et les Acadiens l'ont reçu, puis comment les Louisianais l'ont reçu. On a ici 3 types de sociétés différentes. On a une grande nation qui se construit un récit national, les Américains. On a le Québec et l'Acadie, qui sont des minorités nationales, qui construisent un récit dans toute leur fragilité, etc. Et on a une groupe ethnique qui construit un autre récit. Et l'intérêt, pour moi, du moins, du livre, c'est de dire, la grande chance que j'avais, c'est de dire, voici le même poème qui participe de ces 3 récits différents.
Habituellement, on dit la Suisse s'est construite sur un récit d'un poète qui était aussi quelqu'un d'étranger à la Suisse, puis sur le poème de Guillaume Tell. Mais là, on a une communauté qui s'est construite, tandis que là, c'est un peu comme si Guillaume Tell avait été à la source du récit allemand, puis du récit suisse, puis du récit français. Evangeline, on trouve ça. Il est à la source du récit américain, il est à la source du récit canadien, français et acadien, puis du récit louisianais. Vu de trois lorgnettes, sauf qu'il y en a deux, c'est une question de survivance. Ce qui n'est pas le cas de... Oui, oui, tout à fait. Oui, non, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, c'est ça. L'évangéline américaine, c'est une évangéline avec panache. Là. Oui. Assumée. Assumée. Là, elle arrive en Louisiane, et la description qu'on fait Longfellow, c'est que la mousse irlandaise, etc., c'est comme une cathédrale. Et elle rentre, c'est comme un couronnement royal. Là. Je veux dire, elle retourne dans son pays. Je veux dire, c'est pas une pauvre, là. Elle est pas, elle est victime, mais l'Amérique démocratique la transforme en personnage éminemment noble. Alors que l'Amérique, les évangélines franco-québécoises ou acadiennes et louisianaises, elles meurent. Oui. Et d'ailleurs, Longfellow, que Pamphile Lemay lui a envoyé sa traduction, qui était un peu presque du faussaire, parce qu'il avait traduit, puis il avait doublé le nombre de pages, etc. Et Longfellow lui a été très poli. Il a dit, bon, oui, c'est assez bien ce que vous avez fait, mais il dit, vous n'aviez pas le droit de faire mourir Évangeline. Parce que dans le récit américain, Évangeline ne meurt pas, elle s'intègre à la société américaine. Elle participe de ce renouveau anonyme, là, que des immigrants anonymes se fondent dans la société américaine. D'ailleurs, le poème, il se termine en disant, Évangeline et Gabriel on ne sait pas quand elle est morte, là, mais ils sont maintenant dans ce cimetière, il n'y a pas de nom sur leur tombe, et il y a des millions de pas, des millions de personnes qui marchent sans savoir qu'ils sont les fondateurs de l'Amérique. Là, j'ai vu qu'on avait un carton rouge. Qu'est-ce que ça... c'était simplement pour me dire ce que ça veut dire? On va changer l'opportunité pour les questions. Ah, pour les questions? OK. Bon, excusez-moi, avec l'ambiance du soccer, tout ça, j'ai vu le carton rouge, j'ai dit ouf. Alors, on avait fait 3 fautes. Alors, on va passer à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ne vous gênez pas. Monsieur? Je ne sais pas si on peut vous... Je pense qu'on va pouvoir vous entendre. Là, vous avez... Serait-il possible d'utiliser ce micro-là? OK. Un instant. OK, c'est beau. Merci. Je peux faire le service, moi. I wonder... Is it on? Yeah. Okay, yeah, it's working. I wonder if you have a strict definition of what it is to be Francophone. I've grown up in Canada in the period of the massive movement of French immersion in the English language school system. So there are many French speakers and French readers who, among other things, are part of the community who enjoys French language culture. I'm in Toronto. The Théâtre Français de Toronto couldn't survive without its Francophile audience. And even people who have more limited French than mine, for example, they use surtitles. I think it's about equal native French speakers and Francophiles who are a member of our Alliance Française, which is quite active. And in general, it reminds me of the variety of being French-speaking, the variety of being Jewish in Canada. And there is a very insightful sociologist at McGill, Mort Weinfeld, who was saying that because of the great varieties of being Jewish, even sort of, you might think minimally so, it is very good for protecting a Jewish life in Canada. Similarly, the varieties being Francophone is very good for maintaining the core community. And so, what's the cutoff for being Francophone? Je dirais que il n'y a pas de...
il n'y a pas une définition tranchée. Et effectivement, on a commencé en rappelant que le Centre de la francophonie des Amériques dit il y a 20 millions de locuteurs français en Amérique. Et donc, c'est ça la francophonie d'Amérique. Il est clair qu'une définition comme ça est une définition large qui plaît assez aux gens aujourd'hui, en disant, écoutez, ouvrez-vous. Hein, c'est plus l'époque où la francophonie, c'était, il fallait absolument être catholique et vivre dans un couple homogène français. Donc, c'est juste. Donc, mais ça ne solutionne pas ça répond pas complètement, parce que vous parlez aussi de l'idée du maintien d'une communauté francophone. Et pour les Québécois, pour les Acadiens, pour une partie des francophones hors Québec, des minorités francophones en Ontario et dans l'Ouest, être francophone, ce n'est pas uniquement parler français, c'est aussi ce qu'on a dit, avoir des institutions francophones, françaises, vivre dans des communautés où il y a des interactions françaises, etc. Et c'est certain que les 20 millions de francophones qu'on parle en Amérique, ils ne vivent pas dans ce milieu-là. Et donc, si on est dans les enjeux politiques de la reproduction d'une communauté francophone, une communauté qui est capable de se reproduire, puis qui n'est pas qu'une communauté de mémoire, mais qui est une communauté de vie, ça, on est obligé de dire, ben non, là, on n'a pas 20 millions de francophones au Canada, en Amérique du Nord. Hein. On est autour de 7-8 millions, là. Et donc, on est déjà... je pense que le vocable francophonie a comme tendance à diluer la pesanteur ou la lourdeur d'être francophone. Hein, moi, je dis la pesanteur ou la lourdeur en disant toujours que être francophone en Amérique du Nord, ou vivre en français en Amérique du Nord plutôt, c'est pas normal. Ça avait été déjà... en 1760, c'était déjà fixé. Hein. Il y avait 20 fois plus d'anglais en Amérique du Nord que de français. Et donc, l'idée qu'une société puisse se perpétuer, c'est quelque chose qui est un effort continuel. C'est quelque chose qui demande des législations, qui demande de la concertation, qui demande de la motivation, etc., qui demande des luttes, etc. Et on peut dire que c'est un succès. Hein, pendant 2 siècles, plus que ça maintenant, hein, de 1700 à 4 siècles, on a réussi, on est là, on a développé quelque chose d'original dans plusieurs milieux, des cultures originales, des institutions originales. Mais je laisse à dire que c'est quelque chose de lourd, hein, parce que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et que dans la francophonie, dans les termes même de la francophonie, il y a une espèce de volonté d'ouverture qui, elle, est exaltante pour les modernes qu'on est. C'est là qui dit, la francophonie, là, c'est pas le repli sur votre communauté, c'est pas la petite défense des institutions, hein, c'est de vivre dans la pluralité, de parler 3-4 langues, d'être en connexion avec les Français de Los Angeles, etc. Et donc, il y a quelque chose là d'exaltant, de pluriel, qui correspond au temps moderne, mais en même temps, qui est un relâchement par rapport à la lourdeur et à la pesanteur de dire, oui, nous aussi, on veut ça, mais on veut aussi faire société. Et ça fait en sorte que là, on est en train de restreindre les francophones. Votre question, je vais arrêter parce qu'il y a d'autres questions, mais dans les écoles francophones de l'Ouest canadien, le débat que vous soulevez est très présent. Hein, c'est-à-dire que les gens, ils disent, on a demandé des écoles pour développer une culture puis une communauté francophone.
Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'étudiants pour faire vivre cette école. Il nous faut aller chercher des francophones qui, eux, sont francophiles par accident. Parce que leurs parents veulent envoyer leurs enfants à l'école française, etc. Mais ils n'ont pas de... et c'est les parents de ces enfants-là n'ont pas vraiment intérêt à ce que... Ils veulent que leurs enfants apprennent une langue, mais ils ne veulent pas que leurs enfants s'assimilent à une culture. Et c'est un grand dilemme, parce que les gens se disent, écoute, est-ce qu'on crée une école qui est aussi un lieu où on a une identité, ou on crée une école qui est une langue? Et une école qui est une langue, c'est une école qui a une langue utilitaire, où en disant, mais mon enfant, il va apprendre le français parce que ça va lui donner une job dans la fonction publique, mais je n'ai pas l'intérêt à ce qu'il devienne un francophone qui chante Gilles Vigneault tous les matins. Il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est des dilemmes qui sont des dilemmes que les communautés minoritaires ont de plus en plus à vivre. On n'a pas à vivre. Au Québec, c'est pas la situation parce que le poids de la francophonie est assez fort pour être un lieu intégrateur. Mais dans l'Ouest canadien, même dans le sud de l'Ontario, les francophones sont tellement minoritaires qu'ils n'ont pas ce poids d'intégration. Il y a une autre question là-bas. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Ah oui, c'est correct. Oui, je continue dans le même contexte de l'intervention de monsieur, dans le sens que chaque année, on célèbre ici à l'Université d'Ottawa le Journée mondiale de la francophonie. Alors, il y a quelques années, il y avait les auteurs de livres, les grandes aventures du français dans le monde, qui sont venus pour présenter le bilan de la francophonie. Et ils avaient remarqué qu'il y avait un genre de... schizophrenie, c'est peut-être trop fort comme mot, mais au Canada, on a tendance à limiter la définition de francophone pour quelqu'un de langue maternelle française, quelqu'un qui vit en français. Mais partout dans le reste du monde, on cherche partout pour le maximum de francophones. Et on a une définition très inclusive. Alors cette année, pour la journée mondiale, il y avait la visite des personnes de la francophonie internationale qui sont venues pour faire une présentation. Ils nous ont souligné, comme c'est très évident, que le futur de la francophonie dans le monde dépend surtout de l'Afrique. Étant donné la dénatalité de la France et ainsi de suite. Alors, dans notre conversation, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'Africains francophones qui ont le français comme langue maternelle. Beaucoup des Africains, ils parlent le français plus, peut-être 2, 3, 4 autres langues. Alors, ça démontre un peu la contradiction. Ici au Canada, je pense que c'est clair, c'est pour les raisons politiques. Et même parfois pour les raisons politiques partisanes. Souvent, je lis... moi, je ne suis pas de langue maternelle français, mais je vis en français depuis une quarantaine d'années. J'ai fait toutes les écoles, mes enfants franco-ontariens. J'ai souvent trouvé une résistance à vraiment de nous inclure dans le vécu francophone. Et même parfois, dans le Devoir et d'autres journaux, on trouve le terme, je trouve très malheureux, l'acadianisation du français, utilisé comme un terme partisan, politique, pour dire, bon... péjoratif. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez répliqué il y a quelques mois dans le Devoir, mais quelqu'un, finalement, qui s'est mis debout pour défendre les Acadiens, pour dire que ce n'est pas un terme utilisé pour dénigrer les Acadiens. Au contraire, il faut les célébrer. En tout cas, je pense que ça démontre les contradictions possible et je pense qu'il faut être inclusif. Je pense que le futur, c'est dans l'inclusivité et je pense qu'il n'y a pas de cut-off line. J'ai toujours dit que le français, c'est pas comme le tennis, une chose qu'on pratique de temps à autre. C'est une chose qu'on vit et on participe dans les institutions. En tout cas, merci pour une conversation très fascinante. Merci beaucoup. On a le temps pour 2 autres questions. C'est l'auteur. Hein? Oh non, vas-y. OK, non, vas-y.
Oui, brève question. Vous avez déjà écrit maintes fois que le récit historique canadien-français était, en quelque sorte, je caricature, le seul disponible à partager pour fonder le désir de faire société des Québécois et, j'imagine, dans une certaine mesure aussi, les communautés francophones. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce qu'il en est de la transmission et de la réception de ce récit historique canadien-français aujourd'hui. Merci. Je réponds? Oui. Écoutez... on peut prendre les deux questions en même temps? C'est ça que... Je pense que oui. Oui, madame. OK, puis après, oui, on va prendre la dernière. Yeah. Oui. Okay. Yeah. Thank you. My name is Ariel, and I am from the Canadian Peace Research Association. Thank you for the lecture. I feel that the danger still exists of some of the terrible divisions that have marked our country. And this is a threat, to my mind, to the whole of human civilization. Many years ago, I recall that many Anglophones and Francophones were gathered. I believe it was in Ottawa prior to a world conference. The Canadian-French delegation would not speak at all to Anglophones. They would not speak at all. I recall earlier than then, there was a great work published by a Canadian whose names I don't recall, called The Two Solitudes. Mm-hmm. I regard this as critical to the future of Canada and the world, and I should appreciate a comment on that. We have to learn to live together, or else we shall perish together. Thank you. Mm-hmm. OK. Oui. Oui, donc, première question là, qui rejoint sur le grand enjeu de la francophonie. Il y a effectivement là je pense qu'il y a une distinction qu'on doit faire. Je ne sais pas, on emploie souvent les mêmes mots là, mais c'est vrai que la francophonie comme l'aventure ou la présence de la langue française dans le monde. Et dans ce sens-là, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, on peut pas... c'est clair que les francophones dans le monde, qui sont plus de 280, 200 millions, ils sont... leur croissance est très liée à l'Afrique. On dit que d'ici 20 ans ou 30 ans, il y a 50 millions d'Africains de plus qui vont parler français. Il faut voir que cette population-là, à l'exception des 60 millions de Français, puis des 7 millions ou des 8 millions de Canadiens, de Québécois et de francophones au Canada, c'est les seuls, un peu avec les... Mais là-dessus, il y a avec la Suisse et la Belgique, là, mais sur les 180 ou les 200 millions de francophones dans le monde, il y a 80 millions qui sont des francophones qui ont comme français langue maternelle et qui ont comme français langue d'histoire. Le reste, et surtout, qui est né de l'aventure coloniale française en Afrique et aux Antilles et même en Asie, c'est une population dont le français est un butin de guerre. C'est un français qui leur a été imposé, qui est un français qui devient une langue importante, particulièrement en Afrique. Et donc, c'est vrai que la francophonie, elle peut pas, la francophonie dans son expansion ne peut pas se définir comme une communauté culturelle. Les Français et les Africains ne font pas partie de la même communauté culturelle, ne font pas partie de la même identité, etc. Leur rapport aux Français est très différent, etc. Et donc, là, il y a indéniablement, je veux dire, il y aurait un aveuglement si on dit non, et la francophonie, elle doit se définir à partir d'une espèce de communauté. Elle peut être une
une société civile qui, en français, le partage pour de multiples raisons, puis qui se mettent ensemble pour... dans un des grands objectifs, d'ailleurs, c'est la diversité du monde. Hein, c'est-à-dire qu'ils pourraient avoir une autre langue que l'anglais, où il y en a quelques-unes. Il y a l'espagnol, il y a l'arabe, etc. Il y a d'autres langues que l'anglais qui peuvent être des langues mondialisables et qui peuvent être utilisées, etc. Et donc, moi, je dis oui, ça, j'abonde tout à fait là-dedans, mais je dis il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit définir notre communauté par rapport à cette identité mondiale. C'est-à-dire que notre communauté francophone, et là je reviens à dire l'objectif que si en Afrique on dit le français c'est une langue de communication et non pas une langue de culture, parce qu'on a nos langues de culture, pour les Québécois, pour les francophones hors Québec, le français, c'est pour eux à la fois une langue de culture, c'est à la fois une langue de communication, et ils aimeraient que ce soit une langue internationale aussi. On a le temps juste pour une petite question. Vous aviez une... Non? Ah bon, OK, parfait. Okay. Donc, oui. Ouais, OK. Je pense qu'il faut terminer. Hein? Ouais. Oui, on a eu le carton rouge 2 fois. Ah, OK. C'est trop long. C'est bon, merci. Je reviendrai dans le... Il y a le débat après, on pourra revenir sur ces enjeux. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci et nous continuera après. Bonjour, je m'appelle Stephen Toup et je suis président du conseil de la Fédération. Évidemment, la vitalité et diversité des communautés francophones de Nord-Amérique est bien impressionnante, niveau culturel, linguistique, économique, social. Et aujourd'hui, il semble, avec vous, que nous trouvons la vie francophone semble normale. Veuillez accepter ces présents de la part de la Fédération en remerciement de votre participation. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, c'est super. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier une fois encore nos commandataires de la série de causeries Voix-Franc, le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et Université Canada. Je remercie également les parrains de la causerie d'aujourd'hui, la Société royale du Canada et ici Radio-Canada. Merci Caroline Andrew, représentante de la Société royale du Canada. Enfin, je remercie notre hôte pour le congrès, l'Université d'Ottawa, et Ruby Heap, responsable universitaire, pour sa présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vous invite à vous joindre à nous lors de la table ronde « Que reste-t-il du Canada français ?» conversation avec Joseph-Yvon Thériault, qui commence dans une vingtaine de minutes dans la salle même où nous nous trouvons. Vous trouverez plus d'informations sur cette table ronde en page 32 de votre guide de congrès. Merci à toutes et à tous dans l'auditoire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.